Oui, un moment de lecture donc à partir des textes des 4 écrivains présents cet après-midi, Jean Rollin, Jean-Christophe Bailly, Benoît Peeters et Marine Diaye, dans cet ordre, qui chacun aborde, pénètre, invente, traverse toutes ces villes, grandes ou modestes, mais toutes capitales. Alors d'abord le passage de Zone de Jean Rollin, qui était là tout à l'heure, on vient de l'entendre, et qui toute une année durant a parcouru Paris et sa périphérie un peu comme un étranger dans sa propre ville. Année 1994. Mercredi 8 juin. Le bus 160 ne se presse pas. Via Saint-Cloud et le Mont Valérien, il lui faut près d'1 heure pour atteindre Nanterre, où c'est jour de marché. Des bouchers, presque tous halal, y vendent à des dames entre 2 âges, coiffées de voiles de demi-saison, des quartiers de viande estampillés de bleu, très joliment par le consistoire islamique. Bordée de maisons basses et anciennes, la rue Maurice-Thorez est étonnamment familière et rustique. À la terrasse du café Le Point Central, au soleil, 2 dames, dont aucune n'est jeune, mais dont l'une a tout de même l'âge d'être la mère de l'autre, se chamaillent en grattant. La plus jeune. Ben, fais-moi voir tes morpions, pourquoi tu fais la gueule comme ça? Arrête de râler, bon sang, c'est pas normal de râler tout le temps, mais tu vas nous faire remarquer à râler comme ça sans arrêt. Tout cela presque d'une seule traite. L'autre, en effet, ronchonne bien volontiers, et même encore laissé seul. Mais ces râleries font cependant beaucoup moins de bruit que les protestations ou les mises en demeure de sa compagne. Même si la vieille râleuse envisageait, quant à elle, d'arrêter de râler, elle en serait d'ailleurs empêchée par les incessantes injonctions de la plus jeune, qui ne visent probablement à rien d'autre. Et toutes deux de gratter à tour de bras tout ce qui se gratte. Des morpions, des millionnaires, des tac au tac, des poker plus, des blackjack, des bingo. La plus jeune. Tac, j'ai gagné. La plus vieille est très excitée. Combien? Dis-me-le. 40 balles. Tiens, en voilà 10. Va chercher 2 pokers. Les nouveaux. Et la vieille de s'exécuter en maugréant, tandis que la moins vieille lui reproche bruyamment sa mauvaise grâce. Mais chaque fois que la vieille annonce son intention de rentrer à la maison, l'autre l'en empêche. Plus précisément, chaque fois qu'elle se lève pour partir, l'autre lui donne un peu d'argent pour aller racheter des trucs à gratter. Chaque gain, et apparemment la vieille à la main heureuse, est salué par des gloussements et des caquettements infinis, ce qui entraîne une suspension momentanée des hostilités. Mais bientôt la plus vieille, de nouveau, darde un œil haineux sur la moins vieille, qui, trop occupée à gratter, ne remarque rien. Et l'on sent que l'une ou l'autre n'aimerait rien tant que de prendre un tiers à témoin de leur vieille querelle. Sans doute alors pourrait-elle atrocement se débiner. « Je m'en vais à la maison, moi !» Mais arrête donc de râler comme ça. Finalement, ayant éclusé chacune son demi et gratté jusqu'à satiété, de telle sorte que leur gain l'emporte légèrement sur leurs dépenses de grattage, elles se lèvent et partent l'une derrière l'autre, ensemble plus ou moins. On voit alors que l'une tient en remorque un caniche jaune et l'autre un caniche gris. Lundi 13 juin. 8h30. Le ciel, d'un bleu mêlé déjà de touches de plâtre, annonce une belle journée, probablement chaude. L'entrée de l'Ouest Hotel est encombrée par les sacs à dos télescopiques d'une troupe de jeunes Singapouriens qui, en ayant terminé avec Paris, s'apprêtent à régler son compte à Amsterdam. La dame qui sert les petits déjeuners, plus toute jeune, belle encore et douée d'une voix très douce, apaisante, renseignant dans sa langue un client ultramontain confronté à quelques difficultés touristiques, je me permets de lui demander d'où elle tire cette parfaite connaissance de l'italien et elle me répond qu'elle est originaire de Naples, tout bonnement. La simplicité charmante de cette dame et ses origines napolitaines font que tout m'apparaît pour quelque temps sous un jour favorable. Ainsi, le calme matinal de la rue Dulon, où 2 contractuels, se hâtant de taxer les automobilistes qui ont oublié de se lever de bonne heure, progressent parallèlement sur les 2 trottoirs, se penchant simultanément et symétriquement sur leurs carnets à souche, avec des gestes parfaitement accordés, comme si, empruntant miraculeusement l'une les traits de Catherine Deneuve et l'autre ceux de Françoise d'Orléac, elles allaient, en se redressant, fredonner quelques mesures d'un air des Demoiselles de Rochefort.
tandis qu'un joyeux cordonnier sifflote sur le pas de sa porte. Que d'aimables concierges me renversent en s'excusant des seaux d'eau sur les pieds. Qu'une dame souriante surgit de la laverie automatique pour m'échanger une pièce de 1 franc contre 2 de 50 centimes. Et que la marchande de journaux, plutôt que de s'ennuyer toute seule dans sa boutique, a choisi de la surveiller du coin de l'œil depuis la terrasse ensoleillée du bistrot d'en face. Quant à sa boutique, elle est encombrée de livres. Plutôt des bons. Et décorée d'images extraites d'un film de Satyajit Ray. De retour vers l'hôtel que je dois quitter tout à l'heure, par la rue de Rome, le long de la fosse aux trains, je forme des vœux pour que persiste mon humeur bénigne. Mais je sais déjà que je vais regretter l'Ouest Hôtel, où l'on commençait à m'appeler par mon nom patronymique, la Napolitaine et le réceptionniste tamoul, ma chambre sous les toits et le bruit des trains. Vendredi 17 juin. Qu'est-ce qui peut conduire un homme sain d'esprit à descendre d'un autobus de la Petite Ceinture à hauteur de la Répond nationale? L'homme se trouve alors au milieu de rien, prisonnier d'un nœud de voie rapide qui ne lui laisse que peu d'espoir d'atteindre quoi que ce soit. Pas plus la rive droite de la Seine, pourtant toute proche, que les voies ferrées de cette arrière-boutique de la gare de Lyon, désignée sur les plans comme la gare supérieure de la Râpée. Or, au milieu de ce dispositif si violemment hostile à la flânerie et comme insularisé par lui, il demeure pourtant tout un pan des anciennes fortifs, avec ses murs percés de quelques meurtrières et ses glacis herbeux plantés de grands arbres. Et dans l'ombre de ces arbres, on remarque une demi-douzaine de corps allongés à même le sol, déchaussés, environnés de sacs en plastique, comme rompus, désarticulés par la misère, qui, on ne sait trop pourquoi, évoquent les suppliciés de la semaine sanglante et cette chanson de l'époque où il est dit que fleurs rouges éclosent sous la mousse, l'avenir pousse sur le tombeau des fusillés. Hélas, qui pourrait prétendre aujourd'hui que l'avenir pousse, et plus encore comme une fleur rouge. Samedi 27 août. le bus 64. Un bus unique en son genre, raccourci de manière à pouvoir se faufiler dans les rues étroites et tortueuses qu'il emprunte. Le bus 64, donc, se rend de la place Pigalle à la mairie du 18e en passant par la place du Tertre. Au terminus de la place Pigalle, de bon matin, en attendant le départ, le chauffeur fait réviser à son fils une leçon de grammaire concernant l'accord du participe passé avec le complément d'objet. Mais il s'embrouille. Et devant témoins, le fils dénonce l'ignorance de son père avec une brusquerie, une morgue à coup sûr très blessante pour ce dernier. Puis, il va s'asseoir au fond du bus. Donc le plus loin possible de son père. Et somnoler l'air maussade sur son manuel de 5e. Il est étrange de penser que de cet incident, somme toute mineur, le père retirera peut-être un sentiment incurable d'humiliation. Et le fils, beaucoup plus tard, un sentiment de culpabilité qui fera les délices de son analyste. S'il a les moyens de s'en offrir un. Dimanche 4 décembre. Sous un abribus de l'avenue du Luth, dans la cité du même nom, je lis conversation avec deux lascars d'une vingtaine d'années, dont l'un a l'air d'une petite frappe et l'autre d'un jeune homme avisé. De fil en aiguille, Momo, le jeune homme avisé, me demande si je suis intéressé par les affaires. Eh bien non, pas plus que ça. Mais c'est qu'il tient beaucoup cependant à me fourguer pour un prix imbattable. Et avec des papiers en règle. Tout un lot de magnétoscopes, de caméscopes, de chaînes hi-fi, de téléviseurs et d'autres prothèses existentielles que justement je n'ai pas le moindre désir d'acquérir. Il insiste. Et la peur de vexer les gens étant chez moi proportionnelle à l'indifférence qu'il m'inspire, je commets l'erreur de lui donner mon numéro de téléphone. Le vrai. Incapable d'en donner un faux à quelqu'un qui, jusqu'à présent, ne m'a causé aucun tort. Lui-même s'excuse-t-il, n'utilise que des cabines téléphoniques pour régler ses affaires, ce qui est assez dire à quel point elles sont régulières. Un peu plus tard, au passage du bus, nous nous quittons bons amis, moi, stupéfait d'avoir donné mon numéro de téléphone à un individu aussi éminemment suspect,
Lui, Momo, à peine moins étonné d'être tombé un dimanche après-midi sous un abribus dans la cité du luth sur une tête poire. Marine Diaye, mon cœur à l'étroit. Dans l'extrait qui va suivre, le personnage de Nadia se perd dans la brume qui transforme les contours connus de la ville et donne un visage inquiétant à Bordeaux, sa ville natale, la changeant en ville déloyale. Je reviens vers la rue Esprit des Lois, en me repérant à l'aide de quelques vitrines singulières. Le brouillard est si dense qu'il ne me permet pas de lire le nom des rues. Les passants sont rares, pressés. Ils débouchent brusquement au coin des rues étroites, comme s'ils attendaient, cachés dans l'angle des immeubles, d'entendre mon pas pour se dresser devant moi, m'effrayer silencieusement, puis disparaître dans l'obscurité blanche de la brumasse. Je sais pertinemment que c'est une vue de mon esprit inquiet. Je suis lucide. Je suis capable, tout en éprouvant crainte et méfiance, d'en comprendre l'exagération. Mais ce discernement n'empêche pas mon cœur, mon pauvre cœur pris dans la graisse, de s'emballer chaque fois qu'un être surgit face à moi, l'air un peu hagard, et me fixe avec l'attention effarée de celui qui ne reconnaît en rien la personne qu'il s'apprêtait à revoir. Non, je ne suis pas folle. Pourquoi imaginer que tout ce qui m'entoure a un lien direct avec moi? Je ne peux me défaire de cette impression que la ville entière me surveille. Et mon cœur est aux abois, cerné par la meute, et il cogne contre ma poitrine, et voudrait bondir hors de sa cage exiguë, mon pauvre cœur vieillissant, mon cœur tremblant. Moi qui suis né à Bordeaux, dans le quartier des Aubiers, qui ai passé toute mon existence dans cette ville, je l'aime, d'une tendresse fraternelle, comme mon semblable humain. Et voilà pourtant que Bordeaux se dérobe, se soustrait à mon amitié d'une étrange manière. Voilà que ces rues me paraissent avoir changé de profil et de direction. Voilà que ces habitants qui depuis quelques mois m'étaient hostiles, et je m'y étais habituée, et cela était devenu somme toute supportable, me donnent l'impression non plus exactement de me haïr, mais de me suivre à la trace. Je me mets à courir, à petite foulée laborieuse. Plusieurs fois, ne pouvant distinguer le bord du trottoir de la chaussée dans les écharpes de vapeur flottante, je saute, malgré moi, au milieu des voitures. La rue Esprit des Lois me demeure introuvable. Je cesse de courir et me cache sous un porche pour réfléchir. Puisque j'ai dépassé la place de la cathédrale, pris à droite vers la rue des Trois-Conils, puis la rue Sainte-Catherine, j'aurais dû tomber sur la rue Esprit des Lois, juste après le Grand Théâtre. Or, je me suis approchée, semble-t-il, du cours Victor Hugo, que j'aurais dû laisser loin derrière moi. Comment cela se fait-il? N'est-ce que le brouillard? Il est impossible que je m'égare alors que j'arpente le cœur de la ville, son vieux cœur noir, son vieux cœur froid, depuis un demi-siècle maintenant. Il est impossible que je m'égare, me dis-je, concentré sur la nécessité de me montrer objective. C'est donc que la ville elle-même cherche à me fourvoyer, ma chère ville, dont je croyais la fidélité irréductible. Si ma ville me trahit dans son vieux cœur sombre et ingrat, je n'aurai plus confiance en quiconque, pas même en mon mari. Apaisée, néanmoins, je m'éloigne du porche et tente de me repérer. Le musée d'Aquitaine est en face, j'entreaperçois sa masse énorme dans la brume. Il me faut donc revenir sur mes pas jusqu'à Péberlan, puis tourner immédiatement à droite vers Alsace-Lorraine. Je rebrousse chemin, sur une centaine de mètres. Le carrefour devrait se trouver là. Mais la rue continue, toute droite, alors qu'elle était, cette rue-là, j'en suis sûre, sinueuse. Je marche de plus en plus vite, rien ne m'est familier. J'ai quitté le quartier des immeubles élevés, ce sont maintenant des échoppes, avec leurs toits courts, au-delà desquels se détachent de grands arbres secs. Ce n'est pas du tout par ici que je dois aller. Ce n'est pas dans ce genre de faubourg que j'habite. Je m'arrête de nouveau, affolée. Je tourne un peu sur moi-même, cherchant un indice. Je reviens sur mes pas. Il me semble que la ville se contorsionne sous mes yeux. Là, une rue se déploie et s'affine. À côté, le boulevard s'élargit et multiplie ses virages. C'est le brouillard, me dis-je. Ce sont ces longues bandes blanches mouvantes qui dénaturent les perspectives. N'est-ce que le brouillard, vraiment? Je m'approche d'un kiosque à journaux. Seul commerce ouvert dans la rue. Je jette un coup d'œil à la femme assise près de la caisse et une gêne m'envahit.
plus puissante que le désarroi, et je m'éloigne aussi vite que je le peux. J'ai eu l'impression que cette femme et moi étions pareils, en tout cas de la même sorte, du même genre humain. C'est quelque chose dans l'expression du visage, dans ce que l'âme reflète d'elle-même sur les traits. J'en éprouve un vague dégoût, quoiqu'il n'y ait rien précisément de laid dans ce que j'entrevois, mais c'est embarrassant, comme l'exposition inconsciente d'un mystère qu'il est habituel de dissimuler. Je me hâte sur le trottoir, ne sachant où me portent mes pas. J'oblique brusquement dans une ruelle que je crois être le passage de l'épée, mais elle donne sur une petite place qui m'est complètement inconnue. 3 bancs, une statue de Montesquieu, un vieux pavé noir. Je tente alors de lire le nom de cette place. Mais je suis une femme petite. Oh, je dépasse à peine le 1,60 m. Et le brouillard me voile complètement la plaque qui informe sans doute du nom de ce lieu. Comment se fait-il que jamais je ne sois passée par là? Mes trajets au fil des années sont-ils devenus si routiniers que j'ai pu, sans m'en apercevoir, contourner des quartiers entiers de ma ville bien-aimée, de son centre auquel j'étais accoutumée, comme à la rumeur des pensées dans mon propre cerveau? Il y a un bureau de poste tout neuf, quelques magasins de vêtements encore fermés. Soulagée, j'entre dans la poste. Je m'éponge le front d'un geste du bras. Je suis en sueur malgré le froid, si grande a été ma peur de devoir tourner sans fin dans une cité anonyme, au cœur éteint. Dans le guide des continents obscurs, Benoît Peeters, avec le dessinateur François Schuiten, dépeint plusieurs villes imaginaires, fantasmagoriques, qui parfois de manière allusive nous évoquent d'autres villes bien réelles. Voici par exemple Xistos. Gouvernée par un conseil de 21 membres inamovibles, la ville de Xistos se signala longtemps par son extrême conservatisme. Mais le décès de 16 des conseillers en l'espace de quelques mois et leur remplacement par un groupe d'hommes neufs, issus pour la plupart de la secte du Sentier, favorisèrent les bouleversements de toute nature. Les lambeaux d'un livre consacré à Victor Horta et à l'Art Nouveau, ayant suscité l'enthousiasme, décision fut prise de reconstruire l'ensemble de la cité dans un style inspiré de son œuvre et de ses projets urbanistiques. Une famille de bâtisseurs entreprit alors de concrétiser, en les radicalisant, les quelques images d'Horta dont on disposait. L'édification se fit très rapidement et sans véritable architecte, puisque, disait-on, tout se trouvait dans le livre. De crainte d'une invasion de la ville par les habitants des faubourgs, de hautes enceintes furent édifiées peu après l'achèvement des travaux. La guerre du Quart vit ses proscrits, soutenus par une puissance étrangère qui pourrait bien avoir été urbicande, mener plusieurs assauts contre Xistos avant d'être définitivement repoussés. Lorsque nous avons visité Xistos, sa splendeur n'était déjà plus qu'un souvenir. L'usure, la rouille et l'indifférence avaient fait leur œuvre, donnant à la cité un charme assez mélancolique. Le mal de Xistos. Peut-être à cause du petit nombre d'images d'Horta dont disposaient les bâtisseurs, l'architecture de Xistos est, passé le premier émerveillement, d'une extrême monotonie. Des quartiers complets se reproduisent plusieurs fois, jusque dans les plus petits détails. C'est sans doute ce qui conduit régulièrement des habitants à ne plus pouvoir retrouver le chemin de leur propre habitation et à errer sans fin à travers les rues. Perte des repères spatiaux en même temps que crise d'identité. Cette forme particulière d'égarement fut décrite avec beaucoup de précision par le docteur El-Kaïm. Selon ce psychosystématicien, le fameux effet Samaris ne serait que la forme la plus radicale de ce mal de Xistos. Quoique assez éloignée, la cité de Samaris, d'une très belle architecture baroque, est un protectorat dépendant de Xistos. Les rumeurs concernant les phénomènes étranges qui se produiraient dans cette ville ont aujourd'hui cessé, mais elles reviendront sans doute, leur caractère périodique étant désormais reconnu. Samaris attire les âmes en peine, les soldats perdus et les couples romantiques. Ceux qui l'ont visité en sont revenus sans problème,
mais leurs photos n'ont pas impressionné la pellicule. Principale curiosité de la ville de Xistos, le mémorial Horta. Le livre sur Horta connut un succès prodigieux, débouchant bientôt sur un véritable culte. Sans doute les chapitres manquants favorisèrent-ils les supputations, car des hauts faits de toutes sortes, notamment militaires et politiques, furent attribués à l'architecte bruxellois. Le mémorial abrite de nombreux portraits d'Horta, souvent contradictoires les uns avec les autres, et des tentatives de reconstitution de ses principaux édifices, y compris une immense maquette de la Maison du Peuple. Les contresens qui se sont glissés dans ces ouvrages, en ce qui concerne l'échelle et les matériaux, divertiront les spécialistes. Autre curiosité de Xistos, le Stork Club. Ce célèbre café est fréquenté par la jeunesse dorée de Xistos. Vu le petit nombre de tables ménagées par une décoration envahissante, il est prudent de réserver. Une anecdote montrera mieux que de longs discours jusqu'à quels excès le culte de Victor Horta avait pu conduire à Xistos. Ayant appris que l'art nouveau avait parfois été qualifié de style nouille, les responsables du Stork Club éliminèrent de leur carte toute forme de pâtes alimentaires. Lorsqu'au premier soir de notre séjour, encore ignorant de ses usages, il nous arriva d'en commander, nous fûmes immédiatement conduits vers la sortie par le jovial patron du Stork Club, Constantin Papadimitrikopoulos. Voilà, on va terminer ce moment de lecture avec quelques passages du livre de Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe Bailly qui a choisi le train pour aller de ville en ville en empruntant des petites lignes qui pourraient bien prochainement disparaître, dit-on. Donc ce sont des petits passages du dépaysement, Voyage en France. Saint-Étienne. Le train, qui après avoir franchi le Rhône en venant de Lyon, monte vers Saint-Étienne, s'étire entre des collines, le long d'une vallée presque étrange à force d'être sans charme. On a l'impression que tout ce qui est là n'a pas véritablement voulu y être, et que nul non plus n'a eu la volonté de s'en débarrasser. Ce serait comme une table de cantine mise il y a longtemps, et dont rouilleraient ici ou là les gamelles, un peu divertis par l'apparition de quelques ustensiles flambant neufs, cherchant à donner le change. Et pourtant, derrière cette absence d'attrait presque flagrante, c'est comme si s'insinuait une sorte de noblesse, de dignité. Peut-être cette fierté, propre aux terres ingrates, un liseré très fin, à peine dissible, passant clandestin entre l'abandon et la résistance. Il faudrait descendre à chaque station et vérifier, de Givors-Canal à Saint-Chamond. Longer chaque usine défaite ou maintenue. Aller voir chaque rue du côté des pavillons récents comme du côté des logements créés pendant la révolution industrielle. Ainsi ces casernes où habitaient les ouvriers des verreries et qui, avec leurs galeries superposées, ont quelque chose de méridional, de piémontais. Mais voilà, c'est comme partout, ou presque. On ne peut faire que passer, qu'effleurer, si immense que puisse être, et elle l'est, la levée des souvenirs probables, chose de rien mise bout à bout pour former un monde, et le soutenir à la face de ceux qui s'y tiennent et qui sont là. Homme qui bêche dans son jardin, enfant rentrant de l'école, vieille femme descendant du train, adolescent bruyant qui y monte. À Saint-Étienne, qu'on vienne de cette façon ou d'une autre, par le nord par exemple, on s'y retrouve sans trop savoir comment. Et s'il y a bien un centre et un grand axe qui l'oriente, le relief est si compliqué et les rues ou les faubourgs si tournants, parfois même si escarpés, que l'on finit assez vite par être désorienté. Alors que le fond de la ville, en effet, est plat, il y a partout, et très vite, des montées et des côtes, tout un dédale de rues où alternent bâtiments et immeubles de tout style. Parfois pavillons, parfois cités. Parfois aussi couloirs serrés de petites maisons grises à 2 étages. À vrai dire, là aussi sans véritable continuité, mais avec des effets de toboggan et de tremplin qui sont induits aussi bien à pied qu'en voiture. Lorient. Lorient, on le sait, a été très massivement détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est donc une ville qui a les traits de l'époque de la reconstruction, un style de bâti que l'on retrouve en d'assez nombreux points de la côte. Et même à l'intérieur de la partie nord du territoire, près des ponts ou d'endroits jugés stratégiques par les Alliés. Assez modeste en général. Sauf au Havre, où Auguste Perret a pu s'offrir un grand dessin. Ce style a pour première caractéristique celle de donner aux rues et aux maisons, qui suivent les lignes du plan existant avant les destructions, une allure de maquette agrandie et aujourd'hui déjà quelque peu patinée et vieillie. On a l'impression de circuler dans les dessins d'architectes et d'urbanistes consciencieux, désireux de s'effacer derrière une idée de ville qui était à la fois un héritage et un condensé. Une sorte de digest se souvenant du passé mais faiblement tourné vers l'avenir. Dans ce style convalescent, il n'y avait pas place pour l'utopie proprement dite. Et pourtant, flotte sur les lieux qu'il a engendrés un air de provisoire qui a duré et s'est installé. Les villes de la reconstruction sont de vastes comme si. Et Lorient en est un bon exemple, avec son centre-ville si peu monumental qu'on pourrait presque passer à côté sans le voir. Pour rejoindre la rue du bout du monde, il y avait deux chemins possibles d'après le plan. L'un passant par le cœur de la nouvelle ville. C'est là le nom d'un quartier, et non une caractérisation valant pour l'ensemble reconstruit de l'Orient. Et l'autre longeant la mer par le port de commerce. C'est ce dernier que j'ai choisi de prendre. Et pour me rendre compte aussitôt que l'effet de contamination du toponyme, donc ici l'effet bout du monde, jouait à plein sitôt quitté les ultimes maisons. Après le rond-point des Asturies, pour être précis. Beaugency. Beaugency. Pendant des années, presque chaque semaine, j'ai regardé cette ville telle qu'on la voit depuis le train, sans jamais descendre de celui-ci, allant un peu plus loin, à Blois, pour mon travail. De telle sorte qu'elle restait pour moi inconnue. Plus inconnue, je dirais, qu'une ville que je n'aurais traversée ainsi qu'une seule fois ou deux, mais en étant en même temps nimbée d'une petite aura de familiarité, strictement limitée au bord de la vue que l'on a depuis le train. Vue assez ample et belle au demeurant, puisque la voie est en surplomb et domine côté Loire un enchevêtrement progressif de toits et de murs, où la tonalité sombre de l'ardoise l'emporte au fur et à mesure que les maisons se resserrent. Tandis que plus près des voies et de l'autre côté, elles ne forment plus qu'un semis de plan noir, se détachant sur un fond de jardin et d'enclos, particulièrement beau en hiver sous le givre. Et pendant toutes ces années aussi, j'ai pensé qu'il faudrait qu'un jour je m'arrête et aille voir cette ville de plus près. Non seulement à cause de ce que j'en voyais à chaque passage, mais aussi du fait de son nom qui habite la légende. C'est la chanson fameuse reprise par les carillons que presque tous les enfants connaissaient autrefois et qui, remontée de la guerre de 100 ans, résonne comme un refrain obsédant et aussi comme un pur poème sonore, animé par les seuls noms de lieux qui l'égrènent. Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. Poème ou chanson d'allure joyeuse, ou pourtant la répétition finale Vendôme, Vendôme laisse passer un drôle de vent qui est comme l'annonce d'une rime qui ne vient pas. Fantôme, fantôme. Et où se profile déjà quelque chose de très assombré. Il y a à Beaugency, et notamment aux alentours du pont, qu'on le contemple ou qu'on le franchisse, beaucoup de beauté. Mais ce qui l'emporte pour le visiteur, à moins qu'il ne soit obsédé de tourisme, c'est une impression non de tristesse, mais de mélancolie profonde. C'est la sensation si fréquente et en fait si caractéristique de la plupart des bourgades du centre de la France, qu'au lieu d'être arrivé ou d'être parvenu à un terme ou à un but, on a simplement échoué quelque part. Et que ce quelque part est justement ce qu'on a devant les yeux. Installé dans une pérennité apparente et sans aucun doute illusoire, mais qui impressionne pourtant comme quelque chose à quoi le manque même d'énergie procurerait de la force. Le Nord ? La vitesse à laquelle vient le Nord quand on laisse Paris est surprenante.
qu'on aille vers Calais ou Dunkerque, Et donc vers l'Angleterre, vers Lille en direction de la Belgique et des Pays-Bas, ou vers Maubeuge, vers la Belgique encore, mais à terme vers l'Allemagne aussi et l'Est lointain. et toujours passer une centaine de kilomètres, que l'on ait pris le train ou que l'on roule en voiture, cela vient, il vient. Les signes en sont nombreux, épars, discrets, puis soudainement massifs, mais ils ne sont pas faciles à nommer. Pas la Meulière en tout cas, qui est partout en banlieue, Voir Gentilly et Meudon. et qui est plutôt une signature de Paris et de l'Île-de-France, même si elle a déjà, j'imagine, quelque chose de terriblement du Nord pour un natif de Marseille. La brique, oui, déjà bien davantage, puisque ce matériau est là-bas absolument chez lui, partout instillé, installé. Au point que c'est un étonnement, quand on est à Toulouse, à Albi ou à Sienne, de le reconnaître et de lui donner le même nom, là où il n'est plus associé aux cheminées, à la rouille, au ciel brouillé. Les usines, oui, sans doute, mais il y en a partout ailleurs. L'absence de relief prononcé, oui, mais elle n'est pas plus impressionnante dans cette direction que dans les autres. Sauf là peut-être où les cônes des terrils viennent la souligner. Mais alors c'est déjà le bassin houillé, la légende des gueules noires, les corons. Une pauvreté croissante, oui, peut-être, mais heureusement elle n'est pas généralisée. L'île, ou du moins son centre, donne même une impression d'opulence. Ou encore la disparition progressive des figuiers et d'autres plantes. L'augmentation des enseignes Jupiler et surtout Stella. Une relation au travail et conséquemment au chômage fondée sur la fierté. Un peu plus de blondeur dans les chevelures. Et davantage de petits rideaux derrière les vitres. Rien qui en soi fasse véritablement rupture, mais malgré l'effacement relatif imposé par les aménagements ou les marques standards, quelque chose comme un accent, comme une prononciation différente qui, peu à peu, s'affirme. Un style.